Il y a un autre point qui est super important quand on part voyager dans un pays étranger ou quand on part y vivre, c'est les logements. On va pas se le cacher, le logement en général, si on compte pas le billet d'avion et qu'on n'est pas hyper dépensier, ça représente environ 50% du budget qu'on alloue à un voyage à l'étranger, voire plus selon les pays. Et donc je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour d'horizon des différents types de logements qu'on peut obtenir au Japon et à peu près pour combien on peut s'en sortir. Il y a plein de moyens de se loger au Japon et je vais pas tous les évoquer dans cette vidéo, mais je vais parler des principaux moyens que l'on peut utiliser quand on part voyager sur une courte ou une plus longue période. En premier, je vais parler des hôtels. C'est le moyen qu'on trouve dans tous les pays et à des prix plus ou moins abordables. Pour le Japon, les deux sites que je conseille, c'est hotels.com et booking.com. On peut trouver des tarifs plus ou moins abordables. Je sais que sur Tokyo, ça peut tourner entre 30 et 50 € la nuit si on a de la chance, sinon ça peut aller plus loin. Et après, voilà, c'est plus ou moins classique. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur les hôtels. Il y en a de tout type et à tout prix. Alors un autre moyen, pas forcément des plus connus et pas forcément le plus utilisé, ça s'appelle le couchsurfing. Il y a beaucoup de gens qui en ont probablement déjà entendu parler, mais en fait il s'agit de loger chez l'habitant gratuitement et ponctuellement. En gros, c'est un site internet où des gens se mettent à disposition une chambre dans leur appartement ou ce genre de choses, et vous proposent de vous héberger gratuitement sans contrepartie. Le but, c'est de créer vraiment un espace communautaire où vous-même, vous pouvez vous aussi proposer une chambre de votre appartement ou votre maison, et que peut-être que l'autre qui vous a accueilli au Japon ou dans un autre pays, vous l'accueillerez vous en votre tour chez vous. Je n'ai pas moi-même fait l'expérience de ça, mais une fois que je serai au Japon, c'est pas impossible que je m'y essaye, ça peut être intéressant. Ensuite, j'aimerais vous parler des guest house et share house. Je vais un peu plus m'attarder sur ce sujet parce que c'est principalement le type de logement qui m'intéresse pour mon séjour au Japon. Alors, c'est plus adapté pour des longs séjours. Il existe des guest house et des share house qui peuvent se faire à la journée ou à la semaine. Mais en général, on va plutôt s'orienter là-dessus quand on veut prendre pour minimum 1 mois de location, ou voire même 3, 4, 5, 6 mois ou plus. Alors en fait, ça peut s'apparenter à des auberges de jeunesse. C'est assez répandu au Japon auprès des étrangers. Vous avez probablement déjà entendu parler, si vous regardez beaucoup de vidéos sur les gens qui vivent au Japon, beaucoup d'entre eux vivent dans ce genre d'endroit. En gros, le principe est simple, c'est une maison ou un bâtiment avec plein de chambres et des pièces communes. Donc quand vous louez une chambre, vous pouvez louer soit un lit dans un dortoir, soit une chambre individuelle. Et les autres parties sont communes, donc cuisine, toilette, salle de bain. Vu que c'est un endroit très plébiscité par les étrangers, ça peut être un très bon moyen de rencontrer du monde, souvent anglophone d'ailleurs, et donc un très bon moyen de se constituer un réseau et de se faire des connaissances quand on arrive sur place, sachant que quand on arrive, on connaît pas forcément beaucoup de monde, voire personne. Je trouve que c'est vraiment un super moyen d'arriver dans un endroit et de se faire des nouvelles connaissances et de partager avec des gens qui sont peut-être là depuis plus longtemps, ce genre de choses. Alors les tarifs varient énormément. Ça dépend beaucoup de là où vous voulez vous situer. Moi personnellement, je me suis bien renseigné sur Tokyo principalement puisque c'est là où je vais faire une grosse partie de mon séjour au début. Et les prix que j'ai réussi à trouver pour des chambres individuelles, parce que j'ai quand même envie d'avoir mon petit coin privé, surtout si je compte rester plusieurs mois, je suis pas trop chaud pour dormir dans un dortoir. Les tarifs tournent autour de 500-600 € par mois. Alors oui, ça fait cher, 500-600 € par mois pour une chambre. Mais il faut prendre en compte que Tokyo, c'est une immense ville, il y a énormément d'habitants. Les chambres font entre 9 mètres carrés et 15 mètres carrés. Franchement, une chambre de 15 mètres carrés, on va pas se mentir, c'est pas dégueu. Et le prix est dégressif plus on s'éloigne du centre de Tokyo. Mais attention, personnellement, j'ai fait pas mal de recherches, je me suis même fait un petit tableur pour faire rapport qualité-prix, ce genre de choses. Je conseille pas de prendre une chambre loin de Tokyo, enfin loin du centre de Tokyo, pour avoir le prix le plus bas, parce qu'au final, si on se retrouve à sortir, allez, ne serait-ce que 20 jours par mois, on se retrouve à avoir des frais de transport énormes, et donc au final, c'est pas si rentable que ça. Donc vaut mieux taper sur une chambre à 600 €, un peu plus petite, plus proche du centre de Tokyo, où on va pouvoir donc bouger pour moins cher, voire même bouger à pied si possible, qu'une chambre qui va se retrouver à 1 heure du centre de Tokyo, qu'on va payer 500 € ou voire même 450 € si on a un peu de chance, qui va être plus grande. Mais honnêtement, à la fin du mois, on va pas s'y retrouver parce que le frais les transports au Japon, c'est trop cher. Vraiment, le conseil que je donne, c'est vous renseigner sur la géolocalisation de votre logement, parce que si vous comptez faire beaucoup de déplacements, pensez-y, le transport au Japon, c'est super cher. Alors il y a 3 sites qui ont retenu mon attention pour tout ce qui est location de guest house et share house. C'est Sakura House, Oak House et Borderless House. Je vous mets tous les liens dans la description de toute façon.
Sakura House, c'est vraiment celui qui m'a le plus attiré parce qu'il est pas qu'à Tokyo, il y en a aussi à Osaka, il me semble, enfin, et à Kyoto et d'autres villes. Et c'est celui, je trouve, avec les tarifs les plus intéressants en termes de taille des appartements, prix. Après, il faut voir les disponibilités, ça c'est toujours pareil. Mais je pense qu'il y a facilement moyen de trouver une chambre sur l'un de ces 3 sites à des tarifs qui nous correspondent. Enfin, le 4e type de logement dont j'aimerais parler, c'est les Airbnb. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Si vous êtes déjà parti voyager en France, vous avez très bien pu utiliser un Airbnb. C'est le truc qui cartonne depuis quelques années dans le monde entier. Et au Japon, ça marchait plus ou moins. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi-même, quand j'ai fait mon voyage au Japon en octobre dernier, pendant 2 semaines, avec mes amis, on a utilisé que des Airbnb. Franchement, les prix défient toute concurrence. On trouvait des trucs à 20 € la nuit. Vous pouvez trouver moins cher si vous louez à plusieurs. Vraiment, on était 4. Donc on pouvait trouver des trucs par personne, 10 € la nuit, des trucs tout à fait corrects. Je veux dire, on avait un petit appartement avec la toute petite salle de bain, une petite toilette, 2 lits doubles ou 4 lits simples, enfin ça dépendait. Vraiment, en termes de rapport qualité-prix, c'est le top. Sauf que depuis peu, le gouvernement japonais a instauré une loi pour restreindre un peu ce procédé. Airbnb, en réponse à ça, a viré 80% des annonces. Ça fait mal. On trouve beaucoup moins d'annonces depuis le début du mois de juin. La plupart des hôtes sur Airbnb japonais qui avaient des appartements font les procédures pour mettre leur appartement en règle. Mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit une très bonne solution d'hébergement au Japon, malgré le fait que ce soit pas cher. Parce qu'autant on peut se retrouver le jour où on doit aller prendre notre Airbnb pour 2-3 jours, ou même pour plus, à ne pas pouvoir rentrer dans l'appartement parce que l'appartement est pas en règle, ou parce que... pour plein de raisons, j'en sais rien. J'ai déjà vu des témoignages de personnes sur internet qui avaient eu des problèmes, notamment parce qu'en fait, les voisins, c'était assez mal vu. Des gens qui prenaient des locations, par exemple, au mois, ils devaient rentrer par la petite porte arrière du bâtiment pour pas se faire repérer par les voisins. Au moindre bruit trop fort, ils avaient des problèmes, ce genre de choses. Donc Airbnb, aujourd'hui, je ne serais pas en position de conseiller. Moi, j'en ai eu une très bonne expérience pendant mes 2 semaines au Japon. J'ai un ami qui a prévu de faire du Airbnb pour son voyage au Japon en 2019. Peut-être que je vous en reparlerai à ce moment-là, quand j'aurai d'autres témoignages de personnes pour me dire ok, c'est safe, on peut prendre des Airbnb encore, ça passe. Ou alors non, il faut oublier. Du coup, aujourd'hui, je sais pas trop. Avec cette nouvelle loi, ça paraît assez compliqué. Bon, comme je l'ai dit, cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive. J'ai pas parlé de plein d'autres types de logements, par exemple les ryokan, qui sont des auberges japonaises typiques. On peut en trouver sur les sites d'hôtellerie en fait, comme booking.com. Vraiment, c'est une expérience à faire. Par contre, faut pas espérer le faire tout son séjour, surtout si on a un budget assez serré, parce que ça peut revenir assez cher. L'expérience que j'ai du ryokan, moi, c'est j'ai fait une nuit pendant mon séjour de 2 semaines au Japon. Ça nous avait coûté une centaine d'euros la nuit, ce qui est quand même assez cher. Mais après, on avait envie de se faire plaisir, de tester une auberge japonaise typique. C'est sympa. C'est à faire, mais je suis pas sûr que ce soit le bon plan pour rester plusieurs nuits, à part si vous avez des gros moyens. Bien sûr, pour les longs séjours ou même pour s'installer sur une année ou plus, quand on a un visa travail ou quoi, dans une grande ville, on peut très bien passer par des agences de location, donc louer un appartement comme on pourrait très bien le faire en France. Mais là, je préfère pas m'aventurer dans ce sujet parce que j'en ai aucune expérience, j'ai aucune idée de comment ça se passe. Je pense qu'il faut être calé en japonais parce que les contrats, ça doit être tout écrit en japonais. Peut-être qu'il y a des agences pour les étrangers, mais je suis pas du tout informé là-dessus. Le peu que j'ai vu sur internet, ça semblait être assez réservé pour les gens qui sont calés en japonais. Du coup voilà, ça peut être une piste aussi à explorer si vous comptez faire un visa étudiant, un visa travail ou un VIE. Ça peut être intéressant de voir un logement sur le long terme. J'ai fait le tour des types de logements que j'ai un peu exploré moi et qui sont selon moi intéressants pour un voyage de courte durée ou pour un visa PVT, celui que je vais prendre. Il n'est pas improbable que je fasse une vidéo complémentaire en fonction des retours d'expérience que j'aurai une fois que je serai au Japon et de mes propres expériences bien entendu. Dans tous les cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne pour rater aucune vidéo. Toujours les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, je suis actif dessus. C'est important, c'est là où je mets aussi quand je sors des vidéos, ce genre de choses. Et quand je serai au Japon, c'est là aussi où je vais partager à fond ma vie au Japon. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!